J'ai commencé la pornographie en 2004. Aujourd'hui, je suis infirmière. Il y a eu des soignants qui se sont mal comportés, parce qu'ils savent pas quoi faire de l'information, parce que ça les bouscule. Mais je le comprends en fait. Tout le monde peut pas se dire ouais, cool, super, tu vas torcher la 12 ou j'y vais. Tout le monde peut pas. J'ai commencé la pornographie en 2004 comme actrice, un peu par hasard. J'étais un peu dans le milieu de la nuit à Bordeaux et j'ai rencontré un couple d'acteurs et d'actrices qui m'ont fait des photos. Et les photos, en fait, ont été envoyées à l'époque à Marie-Laurence qui recrutait chez Dorsel. Et ensuite, je me suis présentée sur mon premier tournage, tout naturellement, sans pression. Ça s'est fait tout seul. Et puis à l'époque, c'était quand même beaucoup plus underground que maintenant. C'était le bon vieux DVD en sex shop, hein, donc j'avais pas l'impression que j'allais me retrouver super exposée. Et puis c'était hyper transgressif aussi, donc j'aimais bien ce côté un peu liberté, rock'n'roll, c'était cool. J'ai jamais vraiment annoncé la chose à mes parents, ils ont compris par eux-mêmes. Enfin, il n'y a jamais eu de réelle annonce, voilà, on est à table, il faut que je vous dise quelque chose. Non, il n'y a pas eu besoin de ça. La communication entre les parents et les enfants est souvent non verbale. Ils m'ont assuré de leur soutien tout le temps, donc tout s'est très bien passé. J'ai travaillé sous le nom de Lisa Del Sierra. C'était un nom de scène, comme on appelle ça. Ça se fait beaucoup dans la pornographie, comme dans le milieu du spectacle, hein, de manière générale. On se crée une sorte de personnage qui s'autorise ces choses qu'on s'autorise pas forcément dans la vie privée, en tout cas pour mon cas. C'est très personnel parce qu'il n'y a pas deux acteurs et actrices qui auront la même réponse et le même vécu, hein. On touche à l'intime et au très très perso. Et très longtemps d'ailleurs, j'ai détesté l'amalgame. On puisse s'imaginer que dans ma vie privée, je fasse tout pareil, ça me rendait dingue. Chaque actrice a ses petits rituels. Moi, je faisais très attention à mon alimentation avant les tournages parce que je pratiquais particulièrement le sexe anal. Et donc, n'étant pas adepte de certaines techniques que je trouve particulièrement barbares, hein, comme le lavement et tout ça, je faisais très attention à ce que je mangeais. Donc voilà, quelques jours avant, je m'interdisais les fibres et tout ce qui était vert, de manière générale. D'un point de vue routine, en fait, c'est surtout du bon sens et du professionnalisme. On n'arrive pas sur un tournage comme dans une interview, comme au travail, de manière générale, avec les cheveux sales, les ongles dégoûtants, pas entretenus. C'est aussi une manière, je pense, d'être bien dans sa peau, de se sentir à l'aise. J'ai été connue dans le porno, par les gens du porno, mais j'ai jamais été une star du X au niveau du grand public. Parce qu'à l'époque, il y avait très peu de presse qui parlait des actrices X. Je me suis rendu compte que j'avais fait un bout de chemin quand je suis arrivée aux États-Unis. L'accueil qui m'a été réservé, j'étais attendue, les grosses productions voulaient bosser avec moi. En 3 mois de travail, j'étais nommée 4 fois aux AVN. Enfin, c'était assez dingue. Ce sont des awards dédiés au cinéma de genre pornographique à Las Vegas. C'était super impressionnant. Déjà, j'étais jamais à Las Vegas avant, donc c'est quand même assez fou d'être à Vegas. Et ce tapis rouge qui faisait, je sais pas, 500 mètres de long, avec des journalistes tout du long. En France, on n'a pas ça. En France, un événement pornographique n'attirait absolument pas la presse nationale ou internationale. Ils s'en fichent de nous. La différence majeure entre la France et l'étranger, c'est qu'on a des agents. On est représenté, on est accompagné. Tu arrives aux États-Unis, tu as un chauffeur qui vient te chercher pour t'emmener au travail. Tu sais pour qui tu vas tourner, avec quel acteur, dans quelles conditions, ce qu'il faut dans ta valise, si tu vas être maquillé sur place, chez toi, machin, à quelle heure tu commences, à quelle heure tu finis, l'adresse du tournage, combien tu vas être payé. Tout a été validé en amont. Enfin, c'est royal. Et il y a un vrai travail de fond sur la carrière. Aux États-Unis et dans les pays de l'Est, il y a des labos qui nous sont dédiés, où on va faire notre test. Notre test, il est mis sur un serveur et les productions, les réalisateurs, les agents ont un accès pour vérifier le test, valider le test. Et on est tous dans une banque de données qui est quand même assez sécurisée. Comme il y a un agent, on sait exactement avec qui cette personne a tourné. En France aussi, on fait nos tests, hein, bien sûr. Les tests sont tout de même obligatoires, ils sont complets, ce sont les mêmes. En France, on n'est pas centralisé. On a un secret médical qui pèse très lourd. Alors, on travaille sur la confiance, on est tous des professionnels. Et s'il y a une fois un doute sur quelqu'un, clairement, il est blacklisté. Ensuite, l'autre différence, clairement, et là c'est plus pour la France, en France on travaille avec préservatif. C'est une spécificité française et on est très fiers de ça. Il y a une loi capote qui est passée en Californie, mais du coup il tourne au Nevada. On fait attention, je pense, à nos contenus en France. On fait du cinéma de genre, du moins les grosses productions ou les moyennes productions professionnelles. La France fait quand même autre chose que claquer 5 néons devant un canapé violet sur un mur blanc et dire alors le thème, c'est les grosses fesses, vous avez 45 minutes. Non. En France et en Europe, j'ai jamais eu le sentiment d'être bankable ou une star ou autre. C'est après les États-Unis que je me suis dit ouais, en vrai, je suis quelqu'un, je suis rentrée en France et là j'étais demandée. Sauf que j'ai arrêté à ce moment-là.
Donc voilà, merci, au revoir. J'ai rencontré quelqu'un à l'aube de mes 30 ans. On a eu droit à une période d'exclusivité, ce que je n'avais jamais connu, parce qu'il y avait une syphilis, donc il n'y avait pas de tournage. Et du coup, on a goûté à cette exclusivité que j'ai sûrement fait traîner un petit peu aussi. Et quand je suis revenue en tournage, je me suis dit, oh, j'ai plus rien à faire là. Ça a été difficile parce que c'était toute ma vie, parce que je savais rien faire d'autre, parce que c'était ultra flippant. J'avais pris des engagements financiers, machin et tout. J'ai arrêté en 2013 et j'ai commencé à devenir une personnalité publique, peut-être on peut dire ça, vraiment en 2019-2020. Donc ça faisait quelques années que j'étais rhabillée. Et finalement, plus pour mes prises de position et mes réalisations de porno féminin que vraiment pour mes performances en tant qu'actrice à l'époque. Eh ben, mes premières réals, c'était avant tout une opportunité. Moi, j'avais décidé de ne plus tourner. Et à l'époque, j'allais beaucoup aux États-Unis. Et donc, Colmax me propose de réaliser une série française sur le modèle américain. Je me suis dit, bah, carrément, je sais le faire. Hein. Ça fait des années que je fais ça. Et donc, voilà, j'ai fait la série qui s'appelait Lisa M. Donc, Lisa aime les brunettes. Lisa aime les gros culs, les gros seins. C'est vrai qu'on se prenait pas la tête. C'était moi et Dirty Harry, notre caméra, un peu à l'arrache, ouais. On se donnait du mal pour l'esthétique, mais pas vraiment pour la mise en scène. On partait tous les deux sur notre scooter dans Paname. Alors là, tu vas monter sur le toit, tu prends le jet d'eau et tu secoues tes nichons. Mais bon, c'était une belle époque, c'était cool. Hein. Et puis à un moment donné, ils m'ont proposé de faire un film pour Canal+, donc un film scénarisé qu'il fallait que j'écrive et que les gens devaient jouer la comédie. Et là, ça a été une catastrophe. J'ai très mal vécu ce tournage. Je m'étais pas préparée à ce que entre ce que j'avais dans la tête et ce que j'avais écrit et ce qui allait finalement être sur l'écran, il y a une telle distance. Ça a été hyper traumatisant, j'ai pas du tout assumé ce film, c'était horrible. Aujourd'hui, je suis infirmière en congé maternité. En fait, quand j'ai arrêté de tourner en 2013, bah, ça a été comme tout le monde, quoi, retour à la vie civile, pas de diplôme. Bon, j'avais pas vraiment réfléchi à un plan B. Bah, j'avais des impératifs économiques. Je venais d'acheter ma maison, donc j'avais un crédit qui explosait tous les compteurs. Donc ouais, c'était rude. Je me suis dit, alors t'arrêtes tout, mais tu vas faire quoi? Et je suis devenue femme de ménage. Ça a été une manière de me réadapter aussi à la vie civile, en toute autonomie, sans croiser personne. Ma bagnole, les maisons des gens, je rentre, je nettoie, je me casse. C'était assez chouette. Et à un moment donné, on m'a demandé d'aller chez une dame qui était là et qui s'avérait travailler à l'Association des paralysés de France. Et elle m'a dit, ah, vous feriez une super auxiliaire de vie. Et donc, je suis devenue auxiliaire de vie après 2 samedis matins de formation. Voilà, sans aucun diplôme. Et de là, je me suis dit, pourquoi pas moi, je vais faire l'école d'aide-soignante. Donc, j'ai passé les concours, je suis rentrée en école d'aide-soignante. J'ai adoré être étudiante. C'était vraiment trop cool. Un peu difficile quand on me reconnaissait, quand on me jugeait, quand il fallait que je me donne 2 fois plus de mal que les autres parce que je savais qu'on laisserait rien passer. Déjà, être étudiant à l'hôpital, c'est pas évident, peu importe les études. Clairement, je pense que c'est des études ultra violentes. Mais bon, j'ai fini cette année d'école d'aide-soignante, c'était chouette. Diplôme en poche, j'ai commencé à travailler. Mais j'avais rencontré beaucoup d'infirmiers pendant ces études et je voulais devenir infirmière. Donc j'ai passé mon bac. Et après, j'ai passé mes concours et j'ai fait l'école d'inf. Et j'ai été diplômée, j'étais enceinte de 6 mois. Donc du coup, mon expérience se résume au Covid, clairement. Et depuis, j'ai eu mon bébé, je m'en suis occupée. Et là, je fais le 2e et on verra après. Il y a eu des soignants qui se sont mal comportés, parce qu'ils savent pas quoi faire de l'information, parce que ça les bouscule. Mais je le comprends en fait. On est au boulot et quelque chose qui vient de notre intime se retrouve dans le cadre du boulot, habillé en blanc. Il y a une dissonance. Tout le monde n'est pas en mesure de faire la part des choses. Tout le monde peut pas se dire « ouais, cool ». Super, tu vas torcher la 12 ou j'y vais? Tout le monde ne peut pas. Il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques jours, là, j'étais dans mon taxi avec ma maquilleuse. Et le mec passe la tête à la fenêtre. Ah, je vous adore, c'est trop bien ce que vous faites, félicitations pour le bébé. Le chauffeur taxi, il a bougé son rétro, genre c'est qui? Enfin, j'ai jamais eu une mauvaise expérience, à chaque fois c'est gentil, c'est bien souvent pour me féliciter pour mes prises de position et pour ce que je défends, donc je trouve ça cool. Du coup, j'ai un film qui sort sur Canal+, donc je fais pas l'apologie de la pornographie, mais si vous êtes majeur, ça devrait vous plaire. Ou pas. Ça s'appelle Profession acteur-actrice. Et donc, c'est une fiction sur le thème « Et si nous avions des agents en France ?» Et c'est un film qui peut vous informer un petit peu, tout en ayant votre moment intime, bien évidemment. Pour ceux qui ne sont pas intéressés par les moments intimes, il suffit d'avancer. Ce sera plus sympa que d'avancer les dialogues. Et puis, du coup, si vous n'êtes pas trop dans le visuel, faut écouter Piment, mon podcast. Au revoir, mademoiselle.